Léonard Vincent est notre invité. Merci d'être avec nous. Votre récit est le fruit de 3 ans passés aux côtés du peuple errant qui fuit ce pays cadenassé. Avec en préambule, comme phrase, les héros ne sont pas ceux qui ont le pouvoir, ce sont ceux qui ne l'ont pas. Alors, on a beaucoup entendu parler, je le disais, Léonard Vincent, de ce pays, l'Érythrée, en tout cas des migrants érythréens, au début de ce qu'on appelle la crise migratoire. Et puis ensuite, tout cela a disparu des écrans radars de l'actualité. Que se passe-t-il dans ce pays ? Il se passe la même chose depuis 2001, c'est-à-dire que la situation politique est totalement immobile, c'est un pays totalitaire, on peut le dire. Le gouvernement contrôle absolument tous les aspects de la vie des Érythréens. On est envoyé au service national à l'âge de 17 ans, garçons et filles. On est placé par l'armée, au bon vouloir du ministère de la Défense ou de la présidence de la République, sur un chantier, dans une école. Enfin, on ne maîtrise pas du tout son destin. Et par-dessus tout ça, il y a une oppression politique, c'est pas unique, mais disons exceptionnelle sur la planète. Pas de liberté d'expression, la délation généralisée, la violence politique à un degré vraiment inédit aujourd'hui, un système judiciaire qui n'existe pas de constitution, un code pénal qui a été présenté à la presse il y a 6 mois parce que l'Union européenne le demandait, mais si vous êtes jeté en prison, vous êtes placé comme ça quelque part dans une cellule, dans l'un des 300 centres de détention du pays, et puis vous sortez quand on veut bien vous libérer. C'est une situation vraiment inédite. Alors vous expliquez dans votre récit, Léonard Vincent, que l'on porte le mauvais regard sur ce pays et vous écrivez, page 14, ceci, à cet égard, l'Érythrée c'est aussi et surtout la geste terrible et glorieuse d'une nation naufragée, d'un vieux rêve ensablé dans le Sahel oriental qui se réveillera le jour où les portes de ces prisons s'ouvriront sur ceux qui sont restés vivants encore, qui n'ont pas sombré dans la folie. Tous les réfugiés le savent. Et oui, c'est un vieux pays, mais comme tous les pays du monde, et en Afrique particulièrement, on a tendance à voir en Europe l'Afrique comme une espèce de création des colons. Mais ce n'est pas le cas. Ouais. L'Afrique, je veux dire l'Empire du Congo, l'Empire du Mali, le Soudan. L'Érythrée était partie intégrante de l'Empire d'Aksum, du royaume de la reine de Saba. Ouais. La geste érythréenne moderne, contemporaine, commence certes avec la création des frontières actuelles qui datent de la colonisation italienne à la fin du 19e siècle. Mais disons que ces gens s'identifient avec un peuple qui, pour eux, vient du pays de Punt, c'est-à-dire avant l'Égypte antique. Donc c'est une longue geste et qu'il ne faut pas regarder simplement les péripéties de la dictature actuelle comme l'histoire totale de l'Érythrée. C'est un épisode et cet épisode se terminera. Et ces gens qui vivent dans nos bidonvilles et nos banlieues en sont tout à fait conscients et sont conscients aussi d'en faire partie. C'est pourquoi il est important de les aider à reconstruire demain le pays dans lequel ils retourneront. Manière aussi de dire, Léonard Vincent, qu'on ne quitte jamais, contrairement à ce que l'on pense, son pays, sa terre natale, de gaieté de cœur. Alors, quelques informations pratiques. On va regarder une carte de ce pays, l'Érythrée, pays situé sur le continent africain, bordé par la mer Rouge, situé entre le Soudan et l'Éthiopie. Alors, il y a un peu plus de 6 millions d'habitants. On y parle 2 langues officielles, le tigrinya, l'arabe également. Alors, votre livre ne s'appelle pas l'Érythrée, mais les Érythréens. Vous le dites vous-même, vous n'êtes jamais entré dans ce pays, vous ne l'avez approché que par son peuple errant. Oui, ce livre est un voyage à travers le peuple érythréen. Aujourd'hui, c'est un peuple totalement atomisé aux 4 coins de la planète. Il y a une diaspora très importante. On estime qu'entre 1 ou 2 millions d'Érythréens vivraient hors des frontières de l'Érythrée. Il y en a plus de 300 000 dans les camps de réfugiés en Afrique. Il y en a aujourd'hui 30 000 ou 50 000 en Israël. Il y en a des centaines de milliers en Europe, en Suède, en Grande-Bretagne. Oui. Ils se font un petit peu oublier. Et je n'ai pas pu rentrer, évidemment, parce que j'ai travaillé à Reporters sans frontières, l'ONG de défense de la liberté des journalistes. Et c'est comme ça, à travers les familles des journalistes incarcérés, que j'ai rencontré ce pays. Donc j'ai voyagé à travers ce peuple atomisé, balkanisé, qui aujourd'hui essaye de se rassembler dans la paix. Ils sont épuisés, ils sont traumatisés par la violence qu'ils ont subie, non seulement à l'intérieur des frontières, mais aussi sur la route de leur migration. Beaucoup échouent d'ailleurs à Calais, vous les avez rencontrés. De quoi rêvent-ils ? Mais ils rêvent d'une vie normale, d'une part. Ils rêvent de se reposer et puis de se reconstruire. Et en se reconstruisant, de reconstruire leur pays et un avenir possible pour leur pays. On me demande souvent qu'est-ce qu'il faut faire. Et alors je critique la politique européenne, la politique française vis-à-vis de l'Érythrée. Certes, c'est une chose, mais je pense que le plus important, c'est de s'occuper de l'avenir de ce pays qui est aujourd'hui précisément dans la jungle de Calais, dans les camps de réfugiés en Afrique et sur les bateaux au large de Lampedusa. Alors
vous donnez beaucoup d'exemples sur les exactions qui ont lieu dans ce pays, l'Érythrée. Ce régime s'en prend systématiquement aux proches de ceux qui ont fui le pays. Vous donnez l'exemple de 2 sœurs notamment. L'une va mourir en prison d'une crise de paludisme. Pourquoi cette pression exercée sur les proches qui restent? Il est incompréhensible pour le gouvernement actuel de s'opposer à lui. Ils sont convaincus qu'ils incarnent une destinée historique unique en son genre en Afrique. L'Érythrée a combattu 30 ans contre l'une des plus grandes armées d'Afrique, c'est-à-dire l'Éthiopie, un immense pays très puissant qui le colonisait. Ils ont combattu dans l'indifférence et la solitude et le rejet de la communauté internationale. Et ils ont malgré tout réussi à obtenir leur indépendance. Alors, ces gens qui sont au pouvoir aujourd'hui ont mené cette lutte incroyable, invraisemblable. Et ils sont convaincus que personne ne les aidera jamais et qu'ils ont réussi l'impossible et que donc tout est possible demain et qu'ils sont les seuls à détenir la vérité du destin de cette nation. Donc, la délation, donc la cruauté envers les jeunes, envers la population, qui ne peut être que traîtresse si elle ne rentre pas dans ce chemin qui est, à leurs yeux, le seul qui a réussi à obtenir l'indépendance. Rapidement, vous avez écrit ce livre il y a quelques années, ça vous a pris 3 ans aux côtés de ce peuple. Est-ce que vous avez retrouvé certains de ces migrants? Quelques-uns, mais c'est-à-dire que certains sont devenus des amis, comme le fondateur de Radio RNA, Binyam Simon, qui vit à Paris aujourd'hui et qui anime cette petite radio, qui est le seul média indépendant qui diffuse en Érythrée, depuis Paris. Et puis non, j'en ai beaucoup perdu de vue. Vous savez, c'était assez difficile de parler avec eux. La délation et la paranoïa règnent, y compris en Occident. Et à bon droit, les ambassades et l'ambassade de France, l'ambassade d'Érythrée en France, les grandes et importantes ambassades en Allemagne, en Italie, organisent un système de ce qu'ils appellent les moustiques, c'est-à-dire les espions qui sont chargés de prendre des notes sur les fugitifs et de punir les familles restées au pays. Donc il y a une grande paranoïa. Et puis beaucoup m'ont dit à quoi ça sert de te parler? Ça ne change rien pour nous. Merci beaucoup Léonard Vincent d'être venu témoigner sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde, Les Érythréens, édition Rivage Poche. Merci à vous. Merci.